Bonsoir chers téléspectateurs, ñu ngi leen di nuyu ku nekk ci turam ak santam di am contentement di leen retrouver comme ni ñu koy defee ci biir seen émission Kakatar tous les 15 jours ngeen mën ko am ci biir seen télé TFM. Bienvenue. Merci de votre fidélité. 20h sur la télévision Futur Média. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à cette édition. Les titres, c'est tout de suite. Panique à Balou, des traces d'ammoniac détectées dans les eaux stagnantes. Le produit toxique stocké dans des magasins du village en proie aux fortes inondations circule désormais dans les eaux. Sur place, de graves maladies déjà constatées par l'infirmier du village qui sonne l'alerte. À Matam, cela fait bientôt 10 jours que les populations déplacées de Béli Diallo dorment à la Belle Étoile. Entre bâtiments effondrés, pistes coupées et récoltes endommagées, ces populations victimes de la crue endurent un véritable calvaire. Les ferrailleurs du Sénégal haussent le ton. Ils réclament la levée de l'interdiction d'exportation d'aluminium. Une mesure prise par le ministre du Commerce est lourde de conséquences selon ces professionnels du secteur que vous entendrez dans ce journal. Et puis Cannes de beach soccer et de 8 pour les Lions du Sénégal qui viennent de battre en finale la Mauritanie 6-1. Un 8e trophée continental, le 5e consécutif. Voilà pour les titres. Le développement, c'est tout de suite. Bonsoir à toutes et à tous. Je vous l'annonce donc tout de suite en titre. De l'ammoniac et d'autres produits chimiques dissous dans l'eau lors des inondations provoquées par la crue du fleuve Sénégal créent la panique dans le village de Balou. Ce village du département de Bakel est l'un des plus touchés par la crue. L'infirmier chef de poste alerte sur de graves maladies qui se signalent déjà. L'écosystème aussi a été touché par les produits chimiques qui étaient stockés dans des magasins au sein du village. Ibrahima Kamara nous fait le point. Le village de Balou vit une période de post-crue très difficile. Des produits chimiques dissous dans l'eau se sont propagés et les populations respirent à présent l'ammoniac. La première, c'est par rapport à l'urée et l'engrais qui était stocké ici au niveau du village, des deux magasins, et les conséquences qui peuvent découler de ça. Donc nous, on crée surtout les infections respiratoires aiguës, comme la pneumonie, les bronchites, l'asthme, et peut-être plus tard la tuberculose et une atteinte des bronches aussi. Tout ça, on craint ça. L'urée, c'est dissous dans l'eau. Et les gens sont en train d'utiliser l'eau là. Donc ça peut amener des gastro-entérites, c'est-à-dire des maladies au niveau de l'abdomen. La montée de la nappe phréatique aussi est à craindre si toutefois les populations de Balou consomment par mégarde l'eau des puits ou du forage, nous dit l'infirmier chef de poste Samba Sall. La nappe est maintenant haute parce qu'il y a l'eau qui était là avec l'inondation. Donc tous les marais sont hautes. La nappe phréatique aussi est haute. Et la population a tendance à utiliser l'eau des puits parce que toutes les puits ont été engloutis par l'eau. Maintenant, on ne les conseille pas d'utiliser cette eau-là. Même l'eau du forage. Les populations appellent à l'aide pour une désinfection totale du village afin d'éviter le pire. Les produits chimiques ont aussi touché l'écosystème. Cet arbuste que vous voyez est complètement mort. Regardez comment ces feuilles tombent à cause des produits chimiques. Dans cette partie de la Falémé, les habitants de Balou vivent des moments difficiles et souhaitent éviter les conséquences de la crue. Et à Matam, malgré une sensible baisse de la crue, les populations vivent dans des conditions extrêmement difficiles. Les dégâts sont nombreux, bâtiments effondrés, récoltes endommagées, pistes coupées et tout ceci sans un appui consistant du gouvernement. À cela s'ajoutent les déplacés de Béli Diallo qui dorment à la Belle Étoile depuis près d'une dizaine de jours. Les détails, c'est avec Ali Bandalian. À 8,71 m, la tendance baissière se poursuit au niveau du fleuve Sénégal. Conséquence, depuis 3 jours, les eaux de la crue n'envahissent plus.
Seulement, les populations sinistrées vivent en ce moment des moments très difficiles. Un tour à Béli Diallo, dans le département de Matam, où les habitants avaient tout perdu, a permis de faire le constat. Chassés de leur maison, effondrés et engloutis, les familles déplacées sont toujours à la belle étoile. En dehors de quelques bonnes volontés, les sinistrés de Béli Diallo se trouvent aujourd'hui dans un désarroi total. Regardez bien, cette base que vous voyez, que j'ai couvert pour mettre mes bagages, ce sont les populations de Garli, notamment l'association des jeunes de Garli qui nous ont prêté. C'est une base qui était destinée pendant les cérémonies de mariage ou de baptême. C'est dans ces bases qu'on vit. Regardez de loin là-bas, vous voyez ces gens. Vous croyez que ça c'est humain? Et depuis lors, on n'entend pas le gouvernement, on ne voit pas le président, on ne voit pas les ministres, on ne voit personne. Seules les bonnes volontés viennent. Et ces gens, ils viennent avec du riz et un peu d'huile. Voilà, là, la fraîcheur commence. On a des enfants, les moustiques, rien. Est-ce qu'on a une de personne C'est à se demander est-ce que nous n'allons pas renoncer à notre sénégalité, parce que quand même cette catastrophe qui nous arrive depuis près de 10 jours, on est là, on nous oublie comme si on ne faisait pas partie du Sénégal. Comme le Sénégal. Gouvernement Ousmane Sonko, rien rien. En dehors d'un camion citerne pour distribuer de l'eau potable, les sinistrés de Béli Diallo ne bénéficient d'aucune assistance. 9 jours après leur déplacement, même les tentes promises par le gouvernement ne sont toujours pas en place. Le débordement du fleuve Gambie a lui aussi causé d'importants dégâts dans les villages environnants. C'est le cas à Sal, où l'école est complètement envahie par les eaux, une situation qui a entraîné l'arrêt des cours depuis le début de l'année scolaire. Les enseignants appellent l'État à réagir au plus vite pour une reprise accélérée des cours. Barthélémy Jay est enseignant à l'école primaire des Salles. Je vous propose de l'écouter au micro de Mamadou Diouf. Donc, depuis le début de l'année scolaire, nous rencontrons un certain nombre de difficultés liées à la crue du fleuve. Donc, c'est une situation difficile qui nous empêche de dérouler nos cours. Donc, présentement, seule la classe de CM2 est en train de faire cours au niveau préscolaire, au niveau du préscolaire. Donc nous lançons un appel à l'ensemble des autorités compétentes et concernées, afin qu'ils nous viennent en aide. Donc il ne s'agit pas seulement de Sal, mais ici il y a aussi le village de Kouar. À Kouar aussi, ils vivent la même situation. Donc, nous pensons qu'il serait mieux de délocaliser l'école, parce que c'est une seule chose possible. L'espace est disponible, il y a donc un terrain sur lequel on peut construire pour pallier définitivement à cette situation-là. La Fédération nationale des ferrailleurs du Sénégal déplore l'interdiction de l'exportation d'aluminium, une mesure prise par le ministre du Commerce, Serigne Gueye Diop, et qui a entraîné des conséquences sur le secteur, selon ces professionnels. Il demande aux autorités la levée de cette décision, l'attribution d'un site de stockage et enfin un fonds d'appui qui s'élève à plus de 200 millions de francs CFA. Je vous propose de les écouter dans ce reportage signé Aminata Ba et Ousmane Baldé. Un petit souci avec cet élément, nous n'excluons pas d'y revenir certainement dans nos prochaines éditions. Allez, à la une de l'actualité politique, les femmes de la coalition Diamak Ndiatigé, dirigées par Amadouba, qui se disent motivées à soutenir Bougane Gueye Dany en détention à Tamba. Elles ont tenu leur assemblée générale pour dénoncer les agissements de l'État du Sénégal. Awagnan est la présidente départementale de cette coalition. Elle se dit prête à donner un coup de main aux détenus considérés comme des prisonniers politiques. La voici au micro d'Abib Faye. On est à 2 jours de l'ouverture de la campagne. C'est pas normal que les Bougane et autres soient en prison. Donc moi je considère que ce sont des détenus politiques et ça c'est pas la démocratie. Donc tout le monde a le droit de s'exprimer. Donc mais vraiment je constate et je déplore qu'ils sont actuellement en prison parce qu'ils n'ont pas fait grand chose. Donc je demande
aux autorités de libérer ces politiques parce qu'ils doivent faire le terrain pour parcourir des kilomètres, donc pour porter la voix des Sénégalais, des populations au niveau de l'Assemblée nationale. À 24 heures du coup d'envoi de la campagne pour les législatives, le professeur Daouda Ndiaye appelle au calme et à la sérénité. Selon l'expert, seul un climat apaisé peut permettre aux Sénégalais de s'investir dans la recherche en vue d'atteindre une souveraineté économique. Professeur Daouda Ndiaye, une fois à l'Assemblée nationale, compte proposer des lois encourageant le domaine de la recherche. Je vous propose de l'écouter. Il nous en dit plus avec Pape Faraning. Aujourd'hui, le Sénégal est un pays où il y a le gaz, où il y a le pétrole, il y a l'or, mais également où il y a d'autres secteurs qui aujourd'hui travaillent pour l'indépendance, en tout cas la souveraineté du Sénégal. Et pour cela, il est impératif d'avoir de la recherche opérationnelle qui nous permette d'éclairer les décisions. Parce que sans recherche, sans résultats scientifiques, les décisions ne sont pas éclairées et il faudra aller chercher les résultats d'autres pays pour essayer de les mettre en place. L'histoire des pathologies sont là pendant la Covid-19. Les gens faisaient des vaccins et on nous les faisait venir. Et ce n'est pas parce qu'au Sénégal, en tout cas, nous n'avons pas de chercheurs pour ça, mais les moyens ne suivent pas très souvent. Et il est important donc pour nous de permettre à ces chercheurs d'avoir les infrastructures qu'il leur faut, de permettre à ces chercheurs d'avoir les moyens qu'il leur faut, pour faire de la recherche opérationnelle, au-delà de la recherche fondamentale, pour mettre en place des stratégies qui aboutiront à des résultats, qui permettront d'éclairer toutes les décisions que le Sénégal va prendre dans ces secteurs que vient de citer, entre autres secteurs. Invitation de son Altesse Royale, le prince héritier Mohamed Ben Salman Al Saoud, le président de la République Bassirou Diomaye Diakhar Faye se rendra en Arabie Saoudite du 27 au 31 octobre 2024. Une visite rythmée par des rencontres bilatérales avec les hautes autorités saoudiennes ainsi que sa participation au Future Investment Initiative Forum, un événement mondial réunissant des leaders politiques et économiques pour discuter des enjeux de l'investissement à l'échelle internationale. Le chef de l'État se rendra ensuite en Turquie du 31 octobre au 2 novembre prochain pour une visite officielle sur invitation de son Excellence Recep Tayyip Erdogan, président de la République de Turquie. À Ziguinchor, le ministre de l'Énergie et du Pétrole a procédé au lancement de la phase 3 du programme national d'éclairage public scolaire. La cérémonie a eu lieu à Boutout, c'est dans la commune de Niaguis. Dans son allocution, Biram Souley Diop a précisé que ce lancement s'inscrivait dans le programme national d'accès universel à l'électricité. Les propos du ministre de l'Énergie sont recueillis par Boubacar Diassi et Lamine Mandjan. Nous avons parlé tout de suite de l'accès universel à l'électricité. Nous l'avions projeté quand nous sommes arrivés à 2025. Et vous conviendrez avec nous qu'au regard de l'importance du chantier à dérouler, qu'au regard de la probité et du sens de la vision portée par le Sénégal 2050, réaliser l'accès universel en 2025, donc à quelques encablures de 4 mois, relève de l'utopie. Il est donc plausible de dire que l'accès universel qui permettra dans chaque contrée du Sénégal que les populations puissent avoir accès à l'électricité dans leur ménage, mais dans la voie publique. Et il s'agit à ce titre de tirer et d'étendre les avantages du développement des énergies renouvelables, qui est retenu comme un axe majeur de l'agenda national de transformation dans le cadre du référentiel Sénégal Vision 2050. La directrice de l'Agence pour le développement et la promotion de l'artisanat prône la modernisation du secteur devant les acteurs. Sa conviction, le référentiel 2050 doit reposer sur l'activité artisanale. Pour ce faire, l'État va faire de son mieux pour que les artisans aient une part importante de la commande publique. Voici Sophie Zingassi au micro de Mamadou Fale Amadouba. De petits soucis également avec cet élément, nous nous en excusons, nous n'excluons pas de vous le retransmettre certainement lors de nos prochaines éditions.
Allez, on quitte Dakar cette fois-ci pour Thiès. Face à la recrudescence de l'insécurité et des agressions tous azimuts, des accidents de la circulation, les autorités municipales mettent en place un programme pour l'éclairage public, mais pas que, également pour un nouveau plan de circulation. L'objectif, remplacer les lampadaires sodium en lampadaires LED pour que toutes les artères de la ville et les quartiers soient éclairés. Le reportage est de Cheikh Anta Diop et Saïlatia. Le maire de Thiès, dans sa démarche de faire de Thiès une ville lumière, lance la phase 3 de l'éclairage public. Cette phase 3 concerne la modernisation de l'éclairage au niveau des avenues principales de Thiès, qui jusqu'ici fonctionnent avec ce qu'on appelle du sodium. Et nous voulons passer du sodium en lampadaire LED. Et c'est ça qui est plus moderne et ça nous permet aussi de gagner en consommation d'énergie. Les travaux vont durer 2 mois et demi et vont toucher l'avenue Cron, l'avenue Léopold Sédar Senghor, l'avenue Aïnina Fall, l'avenue Ladjo, Serigne Mourtada Mbacké, Serigne Saliou Touré, la place de France et ses environs, Ousmane Ngom, mais aussi Jean Collin, mais aussi François-Xavier Niol. Il y a trop d'embouteillages et trop d'accidents à Thiès. Le maire a pensé à moderniser aussi le plan de circulation pour qu'une solution définitive soit trouvée à cette situation. Les travaux sur les feux tricolores à Thiès, communément appelés feux rouges. Feux rouges, pourquoi? Il y a trop d'embouteillages à Thiès. J'ai pensé qu'il fallait moderniser le plan de circulation. Il faut noter aussi que ce n'est qu'une seule étape et qu'il en reste d'autres que le maire de Thiès compte franchir avec le soutien de la ville de Sébastopol en Russie. Retour sur la directrice de l'Agence pour le développement et la promotion de l'artisanat qui prône la modernisation du secteur devant les acteurs. Sa conviction, le référentiel 2050 doit reposer sur l'activité artisanale et pour ce faire, l'État va faire de son mieux pour que les artisans aient une part importante de la commande publique. Voici Sophie Zingassi, directrice générale de l'APDA au micro de Mamadou Fall et Amadou Ba. Faire de telle sorte que l'artisan soit beaucoup plus moderne dans la façon de faire et dans aussi ces outils qu'il va utiliser aujourd'hui dans ces entreprises artisanales. Donc ce projet-là vise à moderniser le secteur, à accompagner le secteur, mais pas que. Aujourd'hui aussi, nous allons vers des formations professionnelles techniques, vraiment de haute qualité, et aussi nous allons accompagner les entreprises artisanales à se formaliser et aussi à pouvoir avoir accès à la commande publique qui est un levier très très important pour ce secteur-là. Le problème de suivi est un problème criard qui se retrouve sur toutes les couches de la société, mais surtout dans les agences étatiques. Donc aujourd'hui, nous voulons déjà mettre en place un dispositif très fort de suivi et évaluation. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous avons doté ces artisans-là d'équipements, mais nous allons faire un suivi d'évaluation très très poussé et voir comment est-ce que nous pouvons les accompagner. Et je l'ai dit tout à l'heure, nous allons vers eux sur le terrain pour voir déjà comment est-ce que leurs entreprises sont déjà mises à pied, mais aussi comment est-ce que les outils qu'ils ont utilisés ont permis de créer des emplois. Parce qu'en finalité, c'est la création d'emplois que nous voulons. Nous cherchons à ce que nos jeunes puissent rester ici au Sénégal, qu'ils puissent dignement représenter le Sénégal, mais qu'ils puissent vivre avec dignité de leur savoir-faire. Pour affermir lien entre producteurs et éleveurs, 250 hectares de terre ont été emblavés dans le département de Dagana. L'initiative est portée par le Centre international de recherche agronomique. Les éleveurs du département ont démarré la récolte et cette année, avec la pause pluviométrique dans le Waalo, la culture foragère de 250 hectares de blé de niébé plutôt, destiné uniquement aux animaux, va soulager les éleveurs de la région nord. Ousseynou Diop, Abusek nous font le point. Dans le département de Dagana, la compagnie sucrière sénégalaise et le Centre international de recherche agronomique pour le développement CERAD ont emblavé 250 hectares de terre. Ces produits sont destinés au bétail pour lutter contre la divagation. Ces actions vont améliorer les conditions de vie des éleveurs. Elles vont aussi permettre de raffermir les liens entre les producteurs et les éleveurs de cette zone. Ça va aussi permettre aux éleveurs de nourrir correctement le bétail pendant les moments difficiles. Nous sommes là, nous sommes plus de 300 personnes et il n'y a aucun problème. Cela montre l'importance du projet. Pour les partenaires comme le Centre international de recherche agronomique pour le développement, la culture fourragère peut résoudre le problème des éleveurs dans ce département. Ici, la pause pluviométrique a occasionné cette année beaucoup de dégâts.
Donc nous avons mis en place ce partenariat et on collabore, on fait des cultures fourragères au bénéfice des éleveurs et aussi au bénéfice de toutes les parties prenantes. Dans cette partie nord, la compagnie sucrière sénégalaise a cultivé plusieurs centaines d'hectares pour soutenir les éleveurs du département. Donc l'année dernière, nous avons commencé par une parcelle expérimentale sur 2,5 hectares qui nous a donné beaucoup d'encouragement et cette année, nous avons décidé de poursuivre dans cette lancée. C'est dans cet ordre d'idée que nous avons réalisé 250 hectares de niébé fourragé sur des parcelles qui sont prévues à être replantées. Avec la culture fourragère, les problèmes entre éleveurs et agriculteurs ne seront que de vieux souvenirs. La compagnie sucrière sénégalaise, après une première année de test de 3 hectares, a emblavé cette année 250 hectares pour accompagner les éleveurs de la région nord. Hors de chez nous, la mort d'un ressortissant malien à Verona. Il a été tué par un policier italien. La scène s'est passée à la gare de Verona Porta Nuovo et une enquête est ouverte pour déterminer les causes de ce meurtre. La page des sports avec le Sénégal toujours sur le toit de l'Afrique. À l'issue de la CAN de beach soccer en Égypte, les Lions ont surclassé en finale les Mourabitoun de la Mauritanie, 6-1 pour soulever un 8e trophée continental, le 5e consécutif. Sur le plan individuel, Jean-Ninou Diatta est désigné meilleur joueur de la compétition. Et puis le Sénégal sacré à la CAN 2024 de beach soccer. Un trophée obtenu après de dures luttes selon le capitaine Al-Seyni Ndiaye qui se projette à la Coupe du Monde avec l'espoir de réaliser une bonne performance. Je vous propose de l'écouter. C'est vrai que ce n'était pas facile vu qu'on a mal démarré notre compétition avec une défaite avec cette même équipe de la Mauritanie. Donc nous étions dos au mur, donc il fallait gagner tous les matchs qui restent donc pour arriver jusqu'au bout. Et alhamdulillah, parce qu'on a atteint notre objectif qui était de défendre notre titre de champion d'Afrique. Et alhamdulillah. Donc comme je le dis aujourd'hui, nous avons joué avec beaucoup d'engagement et de détermination parce que nous avions un revanche à prendre. Donc, et on l'a fait, donc alhamdulillah. On a montré aujourd'hui que le Sénégal est les rois d'Afrique du beach soccer. Tout le monde sait que la place qu'occupe le Sénégal pour le moment au niveau mondial n'est pas sa place. Donc bien vrai que lors de la précédente Coupe du Monde, nous étions éliminés au premier tour. Donc on avait trébuché. Donc maintenant, il faut se concentrer, continuer le travail et faire le tout, Inch'Allah, pour montrer au peuple sénégalais, montrer au peuple africain que ce qui était passé en 2024 était une malchance pour nous. Donc maintenant, on va continuer le travail avec le nouveau coach Ngale qui est là. Et Inch'Allah, comme je l'ai dit, donc, que le peuple sénégalais soit patient et Inch'Allah, pour la Coupe du Monde 2025, nous ferons une bonne préparation et aller défendre dignement donc, le Sénégal et particulièrement l'Afrique. Allez, parlons foot toujours avec cette deuxième journée de Ligue 1. 3 rencontres disputées ce samedi avec 3 nuls enregistrés. L'US Gorée et l'US Ouakam qui se quittent sur le score de 2 buts partout. Un nul d'un but partout a sanctionné la rencontre Oslofa contre Walian. Diamono de Fatick et Agel de Rufisque font un match nul vierge. Une deuxième journée se poursuit ce dimanche avec 5 matchs au programme, dont les derbies Dakar Sacré-Cœur face à Jaraf et Génération Foot contre Teungueth FC. Une fois n'est pas coutume, nous allons parler de hippisme dans cette édition. Des acteurs des courses hippiques réclament le départ de l'actuel président du comité national de gestion de la discipline sportive. Réunis autour d'une association, ils ont au cours d'une conférence de presse égrené des doléances, entre autres plus de transparence et d'équité dans la gestion des fonds, mais aussi et surtout des gains. Compte rendu, cher Salibou Diarra. Un parfum de dissidence dans les courses hippiques du Sénégal. Une association dénommée Djoubel Djoubanti monte au créneau pour porter des griefs au comité national de gestion. Les courses hippiques peuvent bien apporter leur contribution dans la croissance économique du Sénégal, mais malheureusement, elles fonctionnent que pour certains individus qui en tirent profit. Je te fais savoir qu'un cheval coûte entre 20 à 25 millions de francs, alors que les personnes qui sont actives ne voient aucune retombée. Même cette année, on a été confronté avec des pratiques dopage et anomalies combattues.
éliminé depuis le temps de l'ancien président du CNG-CH, feu Cheikh Oumar Tidiane Niang. Aujourd'hui, cette tricherie doit être bannie. L'association réclame son implication dans la gestion. Le départ du président du CNG est aussi souhaité. Aujourd'hui, nous prenons des ruptures dans la filière équine. Les instances, notamment les propriétaires, les entraîneurs, les jockeys et amateurs, les anciens comités et ainsi par ces actions, l'on va démocratiser le secteur qui se trouve dans l'ertargie. Ainsi, les juges, le pôle des commissaires et même certains propriétaires pourront ainsi intégrer ces instances afin que les choses soient mieux orientées au bénéfice de tous les acteurs de courses hippiques. Ensuite, nous souhaitons que le ministre des Sports puisse revoir l'arrêté en cours sous le mandat du nouveau président Mohamedou Lamine Diop soit annulé et l'on fasse appel à la candidature. À l'instar de la lutte qui connaît un coup d'arrêt actuellement, les courses hippiques risquent également de plonger avec les nombreux reproches à l'endroit de l'instance dirigeante de cette discipline. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. L'actualité se poursuit sur toutes nos plateformes digitales. Un peu après ce journal, dans la soirée, en début de soirée, votre émission Fétiche Kakatar avec à la présentation Yawadjé et toute son équipe. Excellente suite de programme en notre compagnie et bonne soirée.